Au centre de l'Asie, le ciel et la terre ne font qu'un. Ici, l'immensité des paysages procure aux voyageurs une réelle sensation d'aventure, un sentiment d'humilité face à la nature. Nous sommes sur la terre des ancêtres de Gengis Khan en Mongolie, un pays de tradition qui est aujourd'hui en pleine mutation. Pour le découvrir, il faut être accompagné d'un guide, à pied, pendant un trek de yourte en yourte, à la rencontre des familles isolées. Comment ça va, toi? Dis bonjour. Bonjour. La traversée de la steppe se fait aussi à cheval. Tandis que les anciens accompagnent les cavaliers venus du monde entier, les enfants, eux, se dirigent au galop vers un avenir riche en sensations. Car la Mongolie change. Ils sont jeunes et intrépides. Ils veulent découvrir leur pays en adoptant un autre point de vue. Pour certains, ce sera sur les rivières, et ce, malgré les obstacles. Selon des rites ancestraux, l'homme fait partie de la terre du milieu. Alors pour s'évader, certains ont décidé de rejoindre la terre d'en haut. Avec la bénédiction des moines, ils sont les nouveaux pionniers de la Mongolie. Pour eux, avancer, c'est aussi prendre des risques. Mais le pays attire aussi des aventuriers venus d'autres horizons. Dans les montagnes mongoles, la pratique de l'escalade fait tout juste son apparition et certains explorateurs tentent de découvrir le spot secret. J'ai une bonne nouvelle, ça va faire, je suis dans la douleur. Ah. Mais ici, la nature dicte ses limites. Dans ces espaces sans barrières, l'homme peut être tenté par une grande évasion. Nombreux sont les aventuriers qui se sont égarés en Mongolie. Au sud de ce vaste territoire, Marco Polo, en route pour la Chine, craignait particulièrement la traversée du désert de Gobi. C'est une des régions les plus arides sur Terre. Elle englobe un tiers du territoire mongol. Certaines dunes culminent ici à plus de 300 mètres. Au centre du pays, la steppe, vaste étendue verdoyante et pourtant désertique. La Mongolie est située ici entre deux grandes puissances, la Russie au nord et la Chine au sud. L'altitude moyenne du pays est de 1500 mètres. Éloigné de toute mer, le pays est quand même alimenté par quelques cours d'eau. L'Orkhon est la plus grande rivière, longue de 1124 km. Si certains cours d'eau vont disparaître aux portes du Gobi, d'autres vont alimenter le lac Baïkal en Russie, chacun à leur rythme. Suivre les rivières du pays, c'est d'abord rencontrer les animaux qui viennent s'y abreuver, mais c'est aussi par moments entendre des chants venus d'ailleurs. Bis dass ich höre Kanonengebrüll und wie anderes Getrabe. Okay, that's a song about Napoleon. How he will come back as the emperor. Yeah. Ernst est un écrivain aventurier. Cet Allemand navigue sur les rivières mongoles depuis une dizaine d'années déjà, notamment pour assouvir sa passion des grands espaces. Pourquoi je suis venu ici? J'en avais vraiment marre de Berlin, de la ville. Et maintenant, je pense que j'ai pratiquement fait toutes les rivières majeures de Mongolie. Pas toutes, mais en grande partie. Et pour la plupart, c'était une première. Mon voyage le plus long a été de 52 jours, du lac Kovsgol au lac Baïkal. C'était un voyage magnifique, vraiment incroyable. Après ce voyage initiatique, Ernst s'est installé à Oulan-Bator, la capitale du pays. Depuis 5 ans, il a même décidé de préparer sa relève. Il forme 2 jeunes guides mongols, Tufshu et Banzai, des citadins à la recherche de sensations fortes. Si Ernst organise principalement des raids de longue durée, aujourd'hui, direction le nord-est du pays, avec un petit groupe pour une navigation découverte d'une centaine de kilomètres sur la Tule River. Amateur de kayak, Ernst a pourtant préféré utiliser des canoës pour ses randonnées.
Le canoë est l'embarcation la plus sûre. Par exemple, dans cette rivière, il y a beaucoup d'arbres sous l'eau. C'est ça le danger. On peut vite disparaître. Si on est en kayak, il peut se retourner et vous pouvez rester sous l'eau. C'est le meilleur moyen de se noyer. Le plus dangereux dans toutes les circonstances, ce sont les arbres dans l'eau, plus que les cailloux. Avec des cailloux, si vous n'êtes pas stupide, rien ne peut vous arriver. Il suffit de porter un casque. Mais si vous restez coincé sous l'eau, accroché à ces branches, c'est comme ça que la plupart des gens meurent. Pour l'expérimenter Ernst, la priorité aujourd'hui est de freiner la fougue des deux jeunes guides. S'il vous plaît, pas de folie aujourd'hui. On a 2 enfants avec nous. Dès que vous voyez un passage difficile, n'y allez pas, s'il vous plaît. Donc pas de blague du genre « là c'est dur, on y va ». Pas aujourd'hui. Ok? S'il vous plaît. A priori, une simple randonnée sur un canoë n'a rien de bien dangereux. Mais plus cette randonnée est longue, plus elle peut devenir compliquée. Pour les deux jeunes guides, c'est une formation accélérée, sur le tas, au cœur de la nature. Et chacun se rappelle sa première fois. Ah oui, je me rappelle mon premier voyage en canoë. C'était en 2010. C'était un voyage très dur pour moi. Pour un premier voyage, c'était vraiment extrême. Ce n'était pas une petite balade de quelques jours. Au final, on est parti pendant 25 jours. Tous les jours, il y avait du courant. Et il n'y avait pas de réseau, juste quelques bêtes. Ces animaux sauvages venaient même la nuit pour renifler notre tente. On entendait le bruit des branches. Au début, j'ai eu peur. Et au bout de quelques jours, je me suis habitué à cela. Le premier voyage m'a beaucoup plu. Mais il y a des moments où j'étais découragé. Pendant ces voyages très difficiles, en fait, ça demande beaucoup de responsabilités. Assurer la sécurité des gens, c'est pas si facile. Il faut être prudent à tout moment pour ta vie et celle des autres. Les sports d'eau sont très méconnus en Mongolie. Naviguer sur une rivière ici provoque donc l'étonnement des riverains. Mais parfois, il arrive aussi que l'inverse se produise. Regarde ça. Il essaie de la sortir. Ils vont noyer le moteur. C'est la Mongolie. Ça arrive des millions de fois. Si un conducteur n'est pas supposé connaître la profondeur d'une rivière, un bon guide, au contraire, doit d'abord apprendre à anticiper ses éventuels dangers pour éviter de mettre en péril son groupe. L'essentiel, c'est vraiment apprendre à lire la rivière. Et c'est pas simplement en la regardant. Il faut pratiquer, naviguer des heures et des heures, juste pour comprendre les trajectoires. C'est pas en la regardant. Il faut de l'expérience et ça prend des mois et des mois. Pas vrai, les gars? Oui, des années plutôt. Ces gars sont meilleurs que n'importe qui d'autre ici. Je crois même qu'ils sont meilleurs que moi. Oui, espérons. Ok, ils sont imbattables tous les deux. Et ils ont un grand avantage aujourd'hui. Ils ont eu un terrible accident sur la rivière Orkhon. Ça veut dire qu'ils ont de l'expérience maintenant. Quelqu'un qui n'a pas déjà eu un accident ne peut pas réellement devenir un bon guide rivière.
La Mongolie est sans doute un des pays les plus sauvages et reculés qu'on peut trouver sur cette planète. Il y a 3 millions d'habitants, mais le territoire est 3 fois plus grand que la France. C'est très reculé. Vous êtes hors du temps. Il n'y a aucun moyen de vraiment savoir ce qui vous attend. Aucun moyen de prévoir le niveau de l'eau. Vous savez, dans les Alpes, si vous avez un problème dans une rivière, vous n'êtes jamais à plus de 1 ou 2 heures de secours. En cas de besoin, vous pourrez même appeler un hélicoptère. Ici, il n'y a rien, pas d'hélicoptère. La difficulté technique des rivières n'est pas si élevée ici. Ce n'est pas comme la rivière Shando au Tibet, par exemple. On va dire que c'est plus un exercice de vie sauvage. Vous chargez votre matériel, vous prenez votre temps et vous voyez ce qui peut arriver. Si les débuts ont été difficiles, Tufchu et Banzai sont maintenant autonomes pour affronter les rivières du pays. Pour le moment, toujours sous le regard bienveillant d'Ernst. La prochaine expédition prévue au fin fond du pays devrait durer 30 jours. Et il ne faudra rien oublier. Pour charger un canoë, il faut toujours placer les objets les plus lourds à l'arrière. Comme ça, l'avant du canoë se lève et ça rend la navigation plus stable. Ça équilibre le canoë. Il faut toujours attacher les affaires, car sinon elles risquent de tomber à l'eau. Si vous perdez tout, vous vous mettez en danger. Aujourd'hui, Banzai et Tufchu ont découvert une passion avec l'aide d'un écrivain allemand tombé sous le charme de la Mongolie. Pour eux, les envies d'ailleurs se limitent pour le moment à explorer les rivières de leur pays. Un pays en construction, où ils organiseront un jour peut-être leurs propres expéditions. Je pense qu'ils vont faire leur propre chemin pour rester ici. Ils vont aider à changer les pays et à faire quelque chose de bien, j'en suis sûr. Comme je les vois maintenant, ils vont contribuer à l'avenir de la Mongolie. J'aime vraiment ça. Parce que je suis jeune, j'aime les choses extrêmes. Quand je serai plus âgé, j'aurai peut-être moins de courage pour faire ce métier. J'aurai probablement plus peur. Pour Ernst le Sage, les deux jeunes hommes ont presque validé le niveau guide de rivière confirmé, à un détail près. Il ne leur reste plus qu'à apprendre une petite chanson. Perdue au milieu de ces grandes étendues de steppes, la population a dû s'adapter à des conditions de vie austères. Principalement éleveurs, question de survie, les Mongols sont aujourd'hui un des derniers peuples nomades sur Terre. Difficile donc ici de rencontrer quelques habitants. La Mongolie a la plus faible densité de population au monde, moins de 2 Mongols au kilomètre carré. Faut pas oublier de prendre de l'eau, les gars. Chagai est guide de randonnée dans sa vallée natale. Depuis 5 ans, il accompagne les groupes en terre inconnue. On va vers où? Vers l'est. Derrière la colline en face. Ici, le trek est devenu un vecteur social, un moment d'échange entre les marcheurs et ces familles coupées du monde. Une démarche équitable et associative, assez éloignée des circuits touristiques habituels. Au revoir, ne pleurez pas trop. Pratiquement aucun Mongol ne s'aventure à pied dans la steppe. Chagai a donc découvert la randonnée sur le tard, en compagnie de voyageurs venus du monde entier. La marche me plaît beaucoup. Les nomades mongols montent à cheval pour s'occuper de leurs troupeaux. Mais en ville, il y a beaucoup de gens qui aiment marcher. Moi, je marche beaucoup avec les randonneurs et j'aime ça.
Marcher, c'est bon pour la santé. Je pense que c'est pour cette raison que les Occidentaux meurent très tard. Peut-être que moi aussi, alors, je vais probablement vivre plus longtemps par rapport aux personnes ici de ma génération. En tout cas, je l'espère. Ici, lors d'une randonnée, pas de sentier balisé pour guider le voyageur. La progression se fait plutôt à vue, de yourte en yourte. Les habitations traditionnelles mongoles, souvent espacées entre elles de quelques kilomètres. Ici, aucun problème de surpopulation, exactement ce que recherchaient dans le groupe ces 3 jeunes randonneuses françaises. Quand même, les nomades aiment bien vivre pas trop éloignés les uns des autres. Et il faut juste respecter les distances entre les yourtes. Comme nous sommes nomades, nous déménageons en changeant d'emplacement plusieurs fois dans l'année. La yourte est adaptée à notre mode de vie. Nous ne pouvons pas démonter, transporter une maison en dur. C'est pourquoi les nomades vivent toujours sous une yourte. Si les yourtes sont mobiles et peuvent disparaître du jour au lendemain, au sommet des cols, on peut trouver un grand amas de pierres, inamovible, surmonté de quelques drapeaux de prière. L'ovo pourrait être un indicateur de direction, mais en réalité, c'est un lieu de rituel pour les Mongols. Chacun doit ici ajouter sa pierre à l'édifice avant d'effectuer, en se recueillant, 3 petits tours. C'est pour prier, pour vénérer les esprits et protéger la montagne, pour que tout se passe bien. On prie pour ne pas avoir de sécheresse et pour protéger le bétail. Quand j'étais enfant, la vie des nomades était différente de celle d'aujourd'hui. Les herbes poussaient mieux. Quand j'étais petit, on ne voyait même pas une personne avec son cheval, tellement les herbes étaient hautes. Et puis à l'époque, il y avait des kolkhozes et les fermes étaient collectives. Aujourd'hui, tout a été privatisé. Et puis il y a eu la sécheresse et le bétail a diminué. Nous sommes tous devenus autonomes par obligation. La Mongolie est indépendante depuis 1992, après avoir passé presque un siècle sous protectorat de l'ex-Union soviétique. Aujourd'hui, les nomades sont livrés à eux-mêmes avec un seul objectif, survivre dans cet environnement. Ça, c'est une tombe qui a 2000 ans. C'est le bétail qui dicte les saisons. En été, le nomade est à la recherche de beaux pâturages pour son troupeau. En hiver, il part se mettre à l'abri du froid et des loups. En moyenne, une famille change 4 fois d'emplacement par an. Rares sont donc les visiteurs dans cette vallée qui décident de partager le quotidien des nomades. Ici, l'arrivée d'étrangers dans une famille change quelque peu les habitudes. N'oublie pas de serrer la main de tout le monde. Comment ça va, toi? Dis bonjour. Bonjour. Chez les nomades, la porte de la yourte n'est jamais fermée à clé. C'est un signe de bienvenue pour ceux qui se sont égarés et qui ont besoin de repos. L'hospitalité est une tradition. Ici, pas de salutation à l'européenne. C'est la tabatière du chef de famille qui sert de rituel de politesse. Un rituel transmis de génération en génération, tout comme certaines règles de vie dans la yourte. La porte de la yourte doit être dirigée vers le sud pour avoir le maximum de lumière. On doit toujours voir le sommet de la montagne. Les hommes s'assoient à droite et les femmes doivent s'asseoir à gauche. Les femmes ne doivent pas passer devant les hommes. À l'extérieur, dans ce territoire aride, le bétail du nomade représente la vie. Ici, pas de robinet d'eau potable pour les randonneurs. Pour s'hydrater à la mode mongole, il faut d'abord apprendre à traire.
ça y est. On va pas en avoir beaucoup, je crois. Regarde comme elles sont méfiantes. On dirait qu'elles ont peur de nos chèvres. Mais y a rien qui sort. Nous sommes une famille, le papa, la maman et l'enfant. Maigre récolte. Hein. En général, nous vivons en autonomie complète. Nous revendons notre bétail et ça nous fait vivre. Nous ne bénéficions plus des aides de l'État et des allocations. Les jeunes nomades actifs vendent leur production liée au bétail. La peau, la laine, le lait et la viande pour gagner un peu d'argent. Ici, la fin justifie les moyens. L'autonomie totale pour une famille est accessible avec 200 têtes de bétail au minimum. Dans ce cas, elle peut vivre une année complète sans argent et subvenir à tous ses besoins vitaux. La viande est donc l'un des aliments de base de la cuisine mongole. Après une petite pause carnivore, le groupe peut repartir et prendre la direction d'une prochaine yourte. Ici, les randonneurs ressentent souvent une sensation de déjà-vu. Et là, on va vers où maintenant, en fait? Là-bas, vers l'est. Mais dans ces espaces sans frontières, ils sont surtout venus perdre leurs repères et oublier leurs contraintes. Se confronter à une vie simple, tournée vers l'essentiel. Un mode de vie que Chagai aime faire découvrir. Ici, je me sens totalement libre. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Oui, pour moi, c'est ça la liberté. Quand ça va pas, on change d'emplacement, on s'installe où on veut. Oui, ici, dans ma vallée, je me sens libre. Dans le parc national de Gorki Terej, au nord du pays, la steppe a laissé place à un massif rocheux sculpté par l'érosion. À 1600 mètres d'altitude, ce site protégé attire les amoureux de randonnée, mais pas seulement. Sébastien fait partie d'un groupe français, les Globe Climbers, des passionnés d'escalade qui profitent de leur voyage pour trouver de nouveaux spots de grimpe grâce au soutien des guides locaux. Ce qui est fou, c'est que tout de suite, tu vois en dehors du massif, la steppe là en face. C'est magnifique. Ça, c'est dur quoi. C'est super. Bon, là, faut remettre les chaussons, mais. Je pourrais. Bon, pas partout. Hein. Et là, je pense que c'est à trouver. Il y a des endroits là, c'est du petit caillou là, un peu voilà, qui s'effrite. Il y a des endroits, c'est du dur. Ce qui est difficile ici, c'est de trouver du dur. Et quand tu le trouves, bah, c'est pas mal quoi. Là, tu peux faire du bloc. Clairement, il y a du bloc partout. C'est des petits rochers, il faut juste des crash pads et souvent les chutes elles sont en pente, donc il faut un peu des pareurs. Je pense que derrière, là, on voit en face, là, il y a carrément de la grande voie, quoi, de plusieurs longueurs qui vont te prendre. Enfin, là, il y a des trucs, 300-400 mètres peut-être, surtout derrière. Il faudrait aller voir ce que ça donne niveau rocher, mais ça a l'air beau en tout cas. C'est un peu le Yosemite local, quoi.
gens, ils grimpent pour eux et ils aiment bien avoir leur spot, tu vois, où il n'y a personne. Parce que finalement, le spot idéal où tu arrives, c'est pas où tu fais la queue pour aller grimper, c'est où il n'y a pas grand monde. Et c'est aussi quand un spot devient un peu trop connu, il y a beaucoup de gens et ça s'use. Le rocher sud, en fait, ça dépend des rochers, ça va se patiner, ça va casser, des choses comme ça. Et en plus, t'es pas tranquille, en fait. Parce que l'idée d'escalade, c'est d'être tout seul ou entre amis, en petit comité. Donc il y en a qui vont se garder des spots secrets. Avant de trouver sa voie, un grimpeur même confirmé peut succomber facilement au charme d'un beau bloc d'escalade. Pour Sébastien, la qualité de l'escalade dépend en grande partie de la qualité du rocher. Ici, il est cassant par endroits, ce qui rend la sécurité plutôt aléatoire. Si une prise devait céder, la descente serait finalement plus rapide que la montée. Ça fait peur. J'ai l'impression que tout va casser, mais ça casse pas. Super classe ça. C'est un peu casse-gueule, mais une proue là, c'est dans du 7 ça, c'est sûr. C'est trop classe. Nice. Oh. À première vue, quand tu arrives, tu te dis waouh. Après, tu t'approches, c'est un peu plus mitigé parce que le rocher, en fait, comme on peut le voir, c'est des gros grains, c'est des gros cristaux. Ça fait très très mal, c'est très abrasif et c'est pas solide, pas toujours en fait. Donc c'est des petits cristaux qui cassent en fait. Donc il y a des endroits, c'est très friable parce que tu vas te faire peur et puis ça peut être dangereux. Et il y a d'autres endroits comme ici en fait où ça va être un peu plus dur. Donc là c'est sympa, quoi. En 2005, Joël Rosy, un grimpeur français, ouvre la seule voie d'escalade équipée à Terrège. Si l'emplacement est bien indiqué sur le bloc, le chemin pour accéder au point de départ de la corde est bien difficile à trouver, même pour le guide local qui a pourtant fait ses débuts ici. C'est par là. Tu vois? Ça fait 11 ans que je travaille au département des situations d'urgence en tant que sauveteur spécialisé montagne. L'escalade fait partie de mon métier. En tant que sauveteur, nous sommes formés 2 fois par an, une fois pendant l'été et une fois pendant l'hiver. Il faut bien apprendre la technique de l'escalade pour aller dans des endroits inaccessibles. On doit savoir aussi comment utiliser les équipements pour sauver des vies. Habitué à diriger les secours en montagne, Delguer sécurise la zone de départ, une zone qui sera aussi le point d'arrivée de Sébastien. Pour un sauveteur, le plus important, c'est la sécurité. Et dans ce domaine, les 2 hommes parlent déjà le même langage. Il n'y a pas d'autre sport où tu confies ta vie à quelqu'un d'autre. Et non, en escalade, tu confies ta vie à quelqu'un d'autre, au sens propre, quoi. Donc, il y a toujours un partenariat, tu vois, avec ton assureur. Là, c'est plus dur vers le milieu. Ok. And then the top. Yeah, we see. But looks nice, hein. It looks nice. Le dernier mur, je suis même pas sûr que ça soit faisable. D'accord. Parce qu'il n'y a aucune prise. En fait, c'est vraiment des petits picots. Donc c'est potentiellement faisable. Parce que faut trouver des prises. Mais ça peut être très très dur. Ok. Pour Sébastien,
c'est le moment de vérité, face au rocher. Il est temps de tenter cette voie unique. L'escalade, c'est pas développé en fait en Mongolie, c'est assez en gestation. Il n'y a pas eu le développement vraiment du mouvement, c'est-à-dire vraiment se mouvoir sur la roche en fait. Et finalement, c'est le but. Le but, c'est pas d'installer des cordes en fait. Le but, c'est d'arriver en haut finalement, uniquement à main nue. Mais je trouve ça aussi plaisant de montrer, ben voilà, ça c'est possible en fait. En l'observant d'ici, j'apprends de lui les bonnes techniques. J'aimerais que les touristes qui aiment l'escalade viennent de plus en plus dans notre pays. C'est mon rêve. C'est important de développer cette activité. Ça va permettre d'aider l'économie de notre pays. Là, en fait, j'ai cassé 2-3 prises qui étaient un peu clés. Je pense qu'il faut revoir par où tu passes, mais c'est frustrant. Allez, cette fois, Sébastien n'atteindra pas le sommet. Mais cette défaite personnelle ne changera pas son point de vue sur le site. Et revenir après à Terech, c'est parce que voilà, il suffit de jeter un coup d'œil. Je pense que c'est pas mal. Pour les globe climbers français, le parc national de Terech pourrait devenir dans les prochaines années un spot majeur de l'escalade en Mongolie. Un spot qui, avec un peu de préparation, réunirait des voies faciles pour les débutants et d'autres bien plus difficiles pour les confirmés, tout en ménageant la tranquillité recherchée par certains adeptes du tourisme vertical. Devant l'immensité du pays, le déplacement des Mongols ne se fait pas uniquement à pied ou en engin motorisé. La Mongolie est le pays du cheval. Ici, l'animal est vénéré. Il fait partie intégrante de la vie du Mongol, au même titre que n'importe quel membre de la famille. Pour les passionnés de randonnée équestre, la Mongolie est une destination incontournable, notamment dans la taïga de l'Arkhangaï, une des provinces les plus verdoyantes du pays. C'est ici que Pouché, un éleveur nomade, organise des treks à cheval. Le pays et surtout l'âme mongole se découvrent assis sur une selle. Je suis né dans la province d'Arkhangaï, dans la commune d'Erden-Boulgan, à côté de la montagne Boulgan. J'ai passé mon enfance à proximité de la rivière Iktel. Quand j'avais 3 ans, je suis arrivé ici, dans cette vallée. Depuis que je suis petit, j'ai toujours vécu à la campagne et j'ai grandi au milieu des chevaux, à côté de notre troupeau. Si mes souvenirs sont bons, à l'âge de 12 ans, j'ai entraîné les chevaux pour la course. On ne peut pas imaginer la vie des Mongols sans les chevaux. Pour nous, le cheval est un animal sacré. Ici, on dit qu'une personne qui n'a pas de chevaux n'a rien. Aujourd'hui, Pouché a plus de 50 chevaux, des chevaux de randonnée, mais quelques chevaux de course aussi. Cet été, il s'est installé ici avec sa femme et ses enfants, près de la rivière qu'il a vu naître. C'est aussi le point de départ de ses randonnées.
Ces chevaux les plus rapides sont destinés à participer à une grande course annuelle, le Nadam. Au XIIIe siècle, Gengis Khan le Conquérant organisait ces courses pour célébrer l'esprit guerrier de son peuple. Dans chaque province, dans chaque petit village, les montures les plus rapides s'affrontent. Et ce sont les jeunes enfants de la famille qui doivent les faire gagner. Remporter un Nadam est la plus grande reconnaissance que peut avoir un jeune Mongol. Quand des enfants apprennent à marcher, ils apprennent aussi à monter à cheval. Ils sont sur le cheval à partir de 2 à 3 ans. Pour les chevaux de course, à partir de l'âge de 4-5 ans. J'ai eu cette médaille. Je l'ai gagnée quand j'avais une dizaine d'années. La première fois que j'ai monté un cheval de course, j'avais 7 ans. Au début, j'ai eu peur, mais quand j'ai commencé à galoper, je n'ai plus eu peur et j'ai eu envie d'aller de plus en plus vite. Quand je monte à cheval, tout me semble petit. Je me sens en liberté et je respire profondément. Ça me procure un énorme plaisir. Puche connaît bien ses chevaux. Si les plus rapides et nerveux sont essentiellement réservés pour les courses, les autres sont en attente de cavaliers pour les randonnées. Mais pour monter un cheval mongol, certaines bases sont nécessaires. Tu as peur? Alors je vais te donner ce cheval. Je donne ce cheval à l'homme. Il faut monter de ce côté-là, du côté gauche. Pour descendre, c'est toujours du même côté. Parce qu'on a toujours appris aux chevaux que le cavalier monte du côté gauche. Si tu descends de l'autre côté, ça va l'effrayer et il va se cabrer, ça peut être dangereux. Il faut tenir les rênes fermement. Prends-en une dans chaque main et surtout, tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Pendant la période estivale, chaque journée est exclusivement consacrée aux randonnées, à une exception près. Il y a des jours dans la vie d'un nomade qui comptent plus que d'autres. Aujourd'hui, c'est le cas pour le jeune Tourou, le fils de Puche. Après une prière matinale pour lui porter chance, il va représenter les chevaux de son père lors du Nadam annuel. Bien sûr, le Nadam est très important pour nous. Le Nadam, c'est une tradition, une fête qu'on ne peut pas manquer. Les Jeux ont lieu à une vingtaine de kilomètres de la yourte familiale, au beau milieu de nulle part. L'esprit guerrier des ancêtres de Gengis Khan est bien présent ici. Pendant que les meilleurs lutteurs de la province célèbrent déjà leur victoire, préparez-vous au départ. À une dizaine de kilomètres de là, le jeune Tourou affronte une bonne cinquantaine de cavaliers. Les règles de la course sont simples. C'est toujours tout droit et le plus vite possible pendant une dizaine de kilomètres.
Seuls les 5 premiers chevaux sont récompensés. Car ici, c'est le cheval qui est à l'honneur, pas le cavalier. Ils ont entre 7 et 12 ans. Et plus l'enfant est léger, plus la monture sera rapide. Au Nadam, on joue sa réputation. Quand on gagne, on est récompensé et ça nous apporte la notoriété. Ça nous permet aussi de rencontrer les autres nomades. C'est pour ça que c'est important pour moi. Si Puche asperge son cheval d'Airag, le lait fermenté de jument, c'est que le jeune taureau est finalement arrivé dans les 5 premiers. Il sait que cette nouvelle va se répandre dans toute la province. Mais chez les Mongols, pas d'explosion de joie visible. Ce n'est pas dans les habitudes locales. Bien sûr que je suis content. Mais je ne le montre pas en sautant de joie. Je garde ça pour moi. Une joie mesurée que Puche va quand même partager en famille. Et c'est dans la yourte, à côté des autres médailles, que la nouvelle récompense est installée. Le jeune Tourou sait qu'aujourd'hui, il a surtout gagné le droit de galoper avec Puche dans les espaces infinis du pays. Et peut-être qu'un jour, il décidera de devenir guide, lui aussi. On dit ici que l'homme mongol naît sous la yourte et meurt à cheval. Plus rapide qu'un cheval au galop, dans le ciel, les nuages aussi participent à une course contre le temps. Le vent balaye en permanence le pays, faisant le bonheur de ceux qui aiment aller tutoyer les nuages. Sur les hauteurs d'Oulan-Bator, un petit groupe d'irréductibles mongols tente aussi de défier les lois de la pesanteur. Bold est le jeune créateur d'une petite école de parapente, la seule de Mongolie. Un doux rêveur qui est devenu en peu de temps le pionnier du vol libre dans ce pays. Fais attention quand même, ça va pousser. Le vent venait de là et il est en train de tourner. J'ai l'impression qu'il va venir par là bientôt. Aujourd'hui, l'école a reçu un lot de nouvelles voiles, plutôt sportives, et chacun veut jouer avec. Ça a commencé il y a 2 ans. J'étais assis toute la journée dans un bureau au service marketing d'un hôtel. Un jour, un gars est venu pour me dire qu'il pouvait voler en se jetant du 25e étage. Et pendant la descente, faire une petite vidéo publicitaire pour l'hôtel. J'ai été intéressé tout de suite. Mais je leur ai dit qu'il fallait d'abord m'emmener. Je voulais voler aussi. Donc, je suis parti en tandem. Et après ça, c'est devenu une addiction. Quand j'étais enfant, voler, c'était déjà mon rêve. En 2 années, grâce à cette école, 25 pilotes sont devenus presque autonomes. Un chiffre en augmentation car beaucoup de jeunes commencent à être intéressés par ce nouveau sport. On va à la Pente-École par là-bas. En parapente, même en Mongolie, pour s'envoler, il faut prendre un peu de hauteur et attendre une météo favorable. La Mongolie, c'est le pays du vent. On peut voler durant l'été, le printemps et l'automne. Mais ici, le vent est imprévisible et changeant. Il peut devenir fort et là, le vol devient très dangereux. Malgré sa maigre expérience,
Bold essaie de transmettre sa passion aux Mongols désirant connaître de nouvelles sensations. Et aujourd'hui, c'est le cas pour 2 jeunes venus en voisin tenter l'expérience. C'est dingue. Tu as vu comment il a fait? Il s'est assis dans son panier et il s'est envolé. Quand je les vois s'envoler, ça fait peur. Même très peur. Je pense que je vais faire un tour aux toilettes avant d'y aller. Pas de problème. Il faut courir tout droit, sans réfléchir. D'accord. En 2 ans, j'ai effectué 200 heures de vol maintenant. Mon projet, c'est d'avoir de plus en plus d'élèves expérimentés dans mon école. C'est pour ça que j'ai fait venir des professeurs étrangers, ici, pour nous apprendre à voler plus vite. Téméraire ou inconscient, pour les jeunes guides, le vol restera sans aucun doute une expérience inoubliable. Le temps dira à Bold si son virus a bien été transmis. La première fois que j'ai volé, je me suis senti comme un oiseau. Et c'est ça qui m'a plu. J'adore voler tout le temps. Avant de partir, il y a toujours un stress qui disparaît dès que l'on est en l'air. Mais tout ça, ça me fait du bien. Le spot le plus élevé de l'école est un mont sacré culminant à 2000 mètres d'altitude. Un sommet partagé avec les moines locaux. Si certains ici sont prédestinés à cultiver la patience et le recueillement, Bold, quant à lui, est un homme pressé, comme tous les passionnés. Quand le vent vient du nord, nord-ouest, c'est l'endroit parfait pour le décollage. Là, on a besoin d'un peu de vent. Et les nuages doivent s'ouvrir pour laisser passer les thermiques. Malgré le ciel menaçant, c'est ici que les parapentistes peuvent faire les vols les plus longs. Et si les nuages se sont entr'ouverts, laissant partir les premiers élèves, Bold, en bon capitaine, quitte la montagne en dernier, même si la météo a priori ne le permet pas. Car voler sous la pluie alourdit la voile et rend chaque manœuvre aléatoire. Et le pilote pourrait en perdre le contrôle. Mais c'est loin de décourager Bold. Quand j'étais petit, je voulais être pilote d'avion. Je suis content d'avoir réalisé mon rêve. Et mon rêve aussi, c'est de faire le tour du monde et de sauter des plus hautes montagnes. Et je me donne 5 ans pour le faire. Mais la vie ne s'arrêtera pas après. Je trouverai bien d'autres rêves à réaliser.
Gengis Khan aurait sans doute apprécié le côté guerrier, voire téméraire de Bold. Mais il aurait sans doute aussi émis quelques doutes sur l'atterrissage. Pour Bold, le courage est un ingrédient principal, celui qui permet un jour de réaliser ses propres rêves. C'était dingue, non ?